Quand je lui ai dit de ne pas voyager avec son meilleur ami, elle a publié sur les réseaux sociaux « Les hommes pensent que vous leur appartenez ». Je n'ai rien dit, j'ai juste mis mon statut en « célibataire », annulé le mariage et je lui ai dit de se trouver un autre appartement. Mais laissez-moi reprendre depuis le début, car tout ça n'est pas arrivé de nulle part. Je m'appelle Julien, j'ai 29 ans, et jusqu'à il y a 6 mois, je pensais avoir ma vie parfaitement en main. J'étais avec ma fiancée, Camille, depuis 4 ans, et nous devions nous marier dans 8 mois. Nous nous sommes rencontrés par des amis communs lors d'un barbecue en 2021. Et honnêtement, tout a semblé simple dès le début. Elle était coordinatrice marketing dans une PME du centre de Paris. Je travaillais dans le développement de logiciels. Et nous avions ce rythme confortable où nous cuisinions ensemble la plupart des soirs, on binge-watchait des séries sur Netflix le week-end, et on parlait d'acheter une maison en banlieue parisienne un jour. Rien d'extravagant, juste quelque chose de solide et de sincère. Ses parents m'aimaient beaucoup. Ma mère l'adorait. Et quand je l'ai demandé en mariage en mars dernier, dans cette petite maison de campagne que nous avions louée en Normandie, elle a pleuré pendant au moins 20 minutes sans s'arrêter. Tout semblait parfait et je pensais sincèrement que nous construisions quelque chose de durable ensemble. Puis Chloé est revenue à Paris et tout est parti en vrille. Chloé était une amie de fac de Camille, le genre de personne qui apparaît sur de vieilles photos Instagram avec des gobelets en plastique et des déguisements d'Halloween assortis. Elles avaient été très proches pendant leurs années dans la même association étudiante, mais Chloé avait déménagé à Lyon juste après leur diplôme pour un poste dans une start-up de la tech, et elle n'était restée en contact que par des textos occasionnels et des publications pour leurs anniversaires. Je l'avais rencontrée peut-être 2 fois à des mariages, et elle semblait sympa, bien que bruyante et énergique, du genre à toujours être le centre de l'attention, mais assez inoffensive. Puis en septembre dernier, Chloé est revenue s'installer à Paris pour un nouveau travail, et soudain, elle était partout dans nos vies. Camille était aux anges, n'arrêtant pas de dire à quel point c'était génial de retrouver sa meilleure amie, qu'elles avaient tellement de choses à se raconter. J'étais sincèrement heureux pour elle, car Camille se sentait un peu isolée ces derniers temps, ses collègues de travail étant soit mariés avec des enfants, soit célibataires et sortant en boîte tous les week-ends, 2 modes de vie qui ne correspondaient plus vraiment aux nôtres. Les premières semaines semblaient tout à fait normales. Elle se retrouvait pour un brunch le dimanche ou prenait un verre après le travail le jeudi. Camille rentrait à la maison et me racontait tous les déboires amoureux de Chloé, son patron tyrannique ou les derniers potins de son entreprise. Je n'y prêtais pas vraiment attention. Mais ensuite, Chloé a commencé à ramener Max. Et c'est là que tout a basculé. Max était apparemment un autre ami de la fac. Ce type qui faisait partie de leur même groupe d'amis à l'université et que Chloé décrivait comme son meilleur ami mec depuis toujours. D'après ce que Camille m'avait dit, il avait déménagé à Nice après ses études et était maintenant de retour à Paris, travaillant comme consultant en entreprise. Ils ont commencé à sortir tous les 3 constamment. C'était comme une réunion d'anciens de la fac, ils allaient dans les bars qu'ils fréquentaient à l'époque, prenaient des photos sur leur ancien campus et publiaient tout avec des légendes du style « La bande est de retour ». J'avoue que je me sentais un peu exclu, mais je ne suis pas du genre jaloux et au début, Camille m'invitait toujours à venir. Le problème, c'est que leurs sorties avaient généralement lieu en semaine, quand j'avais des réunions tôt le lendemain, ou dans des endroits honnêtement trop bruyants et bondés à mon goût. Alors, je déclinais et je lui disais de bien s'amuser. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à changer d'une manière que je ne pouvais plus ignorer. Camille n'avait jamais été une grande sportive, mais soudain, elle se levait à 5h30 du matin pour aller à cette salle de CrossFit où Chloé était inscrite. Elle s'est achetée toute une nouvelle garde-robe de vêtements de sport, du genre cher avec les petits logos, et a commencé à parler constamment de macro et de préparation de repas. Ne vous méprenez pas, je la soutenais, je lui disais qu'elle était magnifique et que j'étais fier d'elle de prendre sa santé en main, mais cela ressemblait moins à un objectif personnel qu'à une tentative de suivre le rythme de Chloé, qui était du genre à poster des selfies à la salle avec des légendes sur le fait de se dépasser sans jamais prendre de repos. Puis est arrivée la conversation de groupe qui a envahi nos vies. J'étais assis à côté de Camille sur le canapé en train de regarder un film, et son téléphone s'allumait toutes les 30 secondes avec des messages de ce groupe appelé « La promo pour toujours », et elle tapait frénétiquement avec un immense sourire. Je lui demandais ce qui était si drôle et elle répondait « Oh, c'est juste un truc que Chloé a dit » ou « Max est vraiment ridicule ». Mais elle ne me montrait jamais les messages. Son téléphone avait aussi soudainement un code de verrouillage, ce qui était complètement nouveau car nous avions toujours eu une politique de téléphone ouvert. Pas de manière contrôlante, mais simplement dans un esprit de confiance où l'un pouvait utiliser le téléphone de l'autre si le sien n'avait plus de batterie ou autre.
Toute notre vie sociale a été complètement détournée aussi. Avant, nous faisions des choses avec mes amis ou ses collègues, mais maintenant, chaque week-end tournait autour de ce que Chloé et Max faisaient. Chloé veut tester ce nouveau bar en rooftop, ou Max nous a trouvé des places pour ce spectacle d'humour, ou on va tous bruncher dans ce restaurant du centre. C'était toujours nous quatre. Et honnêtement, Max semblait être un type assez correct au début. Peut-être un peu trop cette énergie de « Golden Boy » où tout est une façon de se vanter de son appartement, de sa voiture ou de sa routine sportive, mais sympathique en apparence. Ce qui me dérangeait vraiment, c'était la façon dont Camille se comportait avec eux. Elle riait plus fort, buvait beaucoup plus que d'habitude, rentrait plus tard les soirs de semaine. Plusieurs fois, elle est rentrée après minuit un mardi alors qu'elle travaillait à 8 heures le lendemain matin, et quand je lui demandais si tout allait bien, elle devenait immédiatement sur la défensive et me lançait « J'ai le droit de m'amuser avec mes amis », ce qui n'était pas du tout ce que je disais. Le vrai point de rupture est survenu environ 3 mois après le retour de Chloé. Nous étions dans ce restaurant italien pour l'anniversaire de Chloé. Un bel endroit avec des bougies et du vin cher, et j'essayais d'être sociable même si j'avais eu une semaine exténuante au travail. Et honnêtement, je voulais juste être à la maison. Chloé monopolisait la conversation comme d'habitude, racontant une histoire sur un rencard désastreux qu'elle avait eu via une application, et tout le monde riait comme si c'était la chose la plus drôle qu'ils aient jamais entendue. Puis, entre le plat principal et le dessert, Chloé prend cet air, comme si elle était sur le point d'annoncer quelque chose d'énorme. Elle nous annonce alors qu'elle a réservé une escapade d'un week-end dans la région de Bordeaux, dans un hôtel vignoble de charme, et que ce sera elle, Max et Camille. Juste tous les trois, comme au bon vieux temps, tout un week-end de dégustation de vin, de soins au spa et de retrouvailles avec leurs racines universitaires. Je suis assis là, pensant qu'elle va m'inviter aussi, mais non. Elle regarde simplement Camille avec un sourire plein d'attente, et Camille hoche déjà la tête avec enthousiasme, comme si c'était la meilleure idée qu'elle ait jamais entendue. J'ai gardé une voix calme en demandant si c'était juste 3 qui partaient. Chloé a balayé ma question d'un geste de la main en disant que c'était un truc nostalgique entre amis de la fac. Camille m'a serré la main sous la table et m'a dit que je m'ennuierais de toute façon, puisque je n'aimais même pas tant le vin que ça, ce qui était vrai, mais aussi complètement hors de propos. Je n'ai pas fait de scène au restaurant, j'ai juste dit qu'on en reparlerait plus tard, mais je sentais ma mâchoire se crisper pour le reste du repas. Sur le chemin du retour, j'ai demandé à Camille si elle pensait vraiment qu'il était approprié de partir en week-end romantique avec un autre homme alors que nous étions fiancés et en train de planifier un mariage. Elle est immédiatement devenue sur la défensive, disant que Max n'était qu'un ami et que j'étais paranoïaque. Je lui ai dit que ce n'était pas une question de confiance, mais de respect et de limite. Elle a dit que j'étais contrôlant et qu'elle s'était déjà engagée à y aller. Nous nous sommes disputés pendant plus d'une heure cette nuit-là et j'ai finalement fini par lui demander clairement de ne pas y aller. Elle est restée silencieuse pendant 1 minute, puis a dit qu'elle avait déjà dit oui à Chloé et que l'hôtel était déjà payé. J'ai suggéré qu'elle pourrait rembourser Chloé et que nous pourrions faire notre propre voyage à Bordeaux un jour. Elle a dit que j'étais ridicule et qu'elle n'allait pas me laisser dicter avec qui elle pouvait être amie ou où elle pouvait voyager. Nous ne nous sommes plus parlé de la nuit et j'ai dormi sur le canapé pour la première fois de toute notre relation. Le lendemain matin au petit déjeuner, elle m'a dit qu'elle y allait définitivement et que je devais travailler sur mes problèmes de confiance. J'ai essayé une dernière fois de lui expliquer calmement qu'il ne s'agissait pas de confiance, mais de l'image que cela renvoyait et de ce que je ressentais. Elle m'a coupé et a dit qu'elle en avait marre de devoir tout me faire valider parce que nous n'étions pas encore mariés. Cette phrase a eu un tout autre effet. Pas encore mariés. Comme si les fiançailles ne signifiaient rien, comme si nos 4 ans ensemble ne comptaient pas. Je lui ai juste dit qu'elle avait raison et je suis parti. Je suis allé au travail et je n'ai pu me concentrer sur rien. À l'heure du déjeuner, j'avais pris ma décision, si elle partait vraiment pour ce voyage, c'était complètement fini entre nous. Ce vendredi après-midi, avant même qu'elle ne parte pour l'aéroport, elle a posté sur Instagram. C'était une photo d'elle avec une valise et des lunettes de soleil, l'air excité, avec une légende demandant pourquoi les hommes pensent qu'une bague signifie la propriété, et disant qu'elle courait vers son bonheur ce week-end. Elle a accompagné la publication d'émojis de vin et a mentionné Bordeaux avec ses personnes préférées. Au moins 5 personnes m'ont identifié dans les commentaires pour me demander si tout allait bien entre nous. Je n'ai répondu à personne. Je suis juste resté assis dans mon appartement, à regarder cette publication, et quelque chose en moi est devenu complètement froid et calme. Je savais exactement ce que je devais faire et j'avais tout un week-end pour le faire.
J'ai passé le samedi et le dimanche à m'occuper méthodiquement des affaires. D'abord, j'ai changé mon statut relationnel sur Facebook en « célibataire » sans aucune explication. Ensuite, j'ai commencé à appeler les prestataires. Le lieu de réception du mariage, annulé. J'ai perdu la compte de 2000 €, mais je m'en fichais. Le traiteur, annulé. Le DJ, annulé. Le photographe, annulé. Chaque prestataire a reçu un appel, et chaque contrat a été résilié. J'ai tout documenté dans un tableur, parce que c'est comme ça que mon cerveau fonctionne en mode crise. Ensuite, j'ai appelé les parents de Camille parce que j'avais une bonne relation avec eux et je voulais qu'ils l'apprennent de ma bouche en premier. J'ai expliqué ce qui s'était passé, je leur ai parlé de la publication Instagram, je leur ai dit que j'avais annulé le mariage. Sa mère a pleuré au téléphone et s'est excusée auprès de moi. Elle a dit qu'elle avait honte du comportement de sa fille et qu'elle l'avait mieux élevée que ça. Son père était plus silencieux, mais je sentais qu'il était déçu par Camille lui aussi. La dernière chose que j'ai faite a été de rédiger un email à Camille. L'objet était simplement « Tu as 30 jours » et j'ai joint une lettre de congé formelle, car techniquement, le bail de l'appartement était uniquement à mon nom. Je n'ai pas écrit une longue lettre émouvante ni ne me suis justifié. La lettre de congé disait tout ce qu'il y avait à dire. Je l'ai envoyée le dimanche soir et ensuite, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 4 ans. J'ai téléchargé une application de rencontre, non pas parce que j'étais prêt à rencontrer quelqu'un, mais parce que je voulais me rappeler qu'il y avait une vie après cette relation. J'ai swipé pendant peut-être 20 minutes avant d'en avoir marre et d'aller me coucher. Camille n'a rien vu de tout ça avant le dimanche soir, quand elle est rentrée de Bordeaux vers 21 h. J'étais assis sur le canapé à regarder un match de basket quand elle est entrée, toute rayonnante et détendue. Elle a commencé à me parler des dégustations de vin, des dîners incroyables qu'ils avaient eus et de la beauté des vignobles. Je l'ai simplement regardé calmement et je lui ai dit de vérifier ses emails. Elle a sorti son téléphone, l'air perplexe, et j'ai vu son visage changer à mesure qu'elle lisait. D'abord la confusion, puis le choc, puis la panique totale. Elle m'a demandé si j'étais sérieux et je lui ai répondu que j'étais on ne peut plus sérieux. Elle a immédiatement commencé à pleurer, disant que je réagissais de manière excessive, que ce n'était qu'un week-end entre amis, qu'il ne s'était rien passé avec Max. Je lui ai dit que je me fichais de savoir s'il s'était passé quelque chose ou non, parce que le manque de respect à lui seul était suffisant pour que ce soit fini pour moi. Elle m'a supplié de reconsidérer ma décision. Elle a dit que nous pourrions suivre une thérapie de couple. Elle a dit qu'elle couperait complètement les ponts avec Chloé et Max si c'était ce que je voulais. Je lui ai dit qu'il était bien trop tard pour ça et qu'elle devait trouver où elle allait vivre. Elle a fini par appeler sa sœur, Manon, qui habitait de l'autre côté de la ville, et a fait une valise cette nuit-là. Avant de partir, elle m'a hurlé que je le regretterais, que je gâchais 4 ans pour rien, que tout le monde verrait quel psychopathe contrôlant j'étais. Je n'ai pas réagi du tout, j'ai juste tenu la porte ouverte et attendu qu'elle parte. L'appartement semblait incroyablement silencieux après son départ, mais aussi en quelque sorte plus léger, comme si je pouvais enfin respirer correctement pour la première fois depuis des mois. Les semaines suivantes ont été compliquées, comme le sont toujours les ruptures. Camille est restée chez Manon et n'a cessé de m'envoyer de longs messages pleins d'émotions sur à quel point elle m'aimait et à quel point je faisais une énorme erreur. Au début, je n'ai répondu à aucun d'eux. Mon ami Romain, qui avait été mon colocataire avant que Camille n'emménage, m'a proposé de revenir pour m'aider avec le loyer. Mais environ 3 semaines après la rupture, les textos de Camille ont complètement changé. Ils sont devenus moins défensifs et plus sincèrement repentants. Elle a admis qu'elle s'était laissée emporter par la nostalgie de ses années de fac et qu'elle avait perdu de vue ce qui comptait vraiment. Elle a dit qu'elle avait déjà complètement coupé les ponts avec Chloé et qu'elle voulait se battre pour nous. Je vais être honnête, 4 ans, c'est long à jeter en l'air pour une seule mauvaise décision. Nous avions construit une vie ensemble et peut-être que j'avais été trop hâtif en brûlant tous les ponts. Ma mère m'appelait pour me demander si j'étais vraiment sûr de moi, disant que parfois les gens font des erreurs et méritent une seconde chance. Alors, après environ un mois où Camille s'est constamment excusée et a montré de vrais remords, j'ai accepté de la rencontrer dans un bistrot près de notre ancien appartement. Elle avait l'air sincèrement pleine de remords quand elle est arrivée, pas sur la défensive ou en colère comme avant. Nous avons parlé pendant plus de 2 heures de tout ce qui n'allait pas, des limites, du respect et de la communication. Elle a juré qu'il ne s'était rien passé avec Max à Bordeaux, que c'était juste des dégustations de vin et des dîners entre amis. Elle a pleuré et m'a dit qu'elle comprenait pourquoi j'avais réagi comme je l'avais fait, et qu'elle passerait tout le temps qu'il faudrait pour regagner ma confiance.
Contre toute attente, et certainement contre l'avis de Romain, j'ai accepté de donner une autre chance. Nous avons décidé d'y aller doucement, de tout recommencer, presque comme si nous sortions à nouveau ensemble. Elle a réemménagé environ 2 semaines plus tard, et pendant le premier mois, les choses allaient vraiment bien. Elle était attentionnée et présente d'une manière qu'elle n'avait pas été depuis des mois. Plus de conversations de groupe secrètes, plus de soirées tardives, plus de drames avec Chloé. Nous allions en thérapie de couple 2 fois par semaine et nous avons commencé à parler de peut-être organiser un mariage plus petit pour l'année suivante. Romain a de nouveau déménagé, bien qu'il m'ait dit que je faisais une énorme erreur et que je le regretterais. Je pensais que nous allions peut-être vraiment surmonter cette épreuve et en sortir plus fort qu'avant. Puis, environ 6 semaines après notre réconciliation, j'ai trouvé son vieil iPad. Elle l'avait laissé en charge dans le placard et je l'ai pris en pensant que c'était le mien car nous avions le même modèle. Quand je l'ai déverrouillé, j'ai réalisé que c'était le sien et j'allais le reposer quand j'ai vu des notifications e-messages apparaître. Voilà le truc avec les iPads. Ils se synchronisent avec votre téléphone et conservent l'historique des messages même après que vous les ayez supprimés de votre téléphone. Je sais que je n'aurais pas dû regarder, mais quelque chose au fond de moi me disait de vérifier. J'ai ouvert ces messages avec Max, et mon estomac s'est complètement noué. Les messages remontaient à des mois, bien avant même le voyage à Bordeaux. Max lui disait qu'il avait toujours eu des sentiments pour elle depuis la fac, qu'il pensait constamment à elle, que la revoir lui avait fait réaliser qu'elle était celle qu'il avait laissé filer. Et Camille avait répondu, sans jamais le repousser. Des messages comme « Tu as toujours su comment me faire sentir spécial ». Et, parfois, je me demande ce qui se serait passé si nous étions sortis ensemble à l'époque. Il y avait des blagues privées, des conversations tard dans la nuit, toute une liaison émotionnelle dont je n'avais rien su. Puis j'ai fait défiler jusqu'au message de Bordeaux et j'ai trouvé des photos qu'elle n'avait jamais postées publiquement. Des photos d'eux se tenant la main lors d'une visite de vignoble. Une photo d'eux s'embrassant au coucher du soleil avec des verres de vin à la main. Un selfie d'eux au lit ensemble avec la légende « Meilleur week-end de ma vie ». Je me suis senti physiquement malade, assis là sur le sol du placard. J'ai réalisé que la femme qui dormait à côté de moi depuis 6 semaines, pleurant pour une seconde chance, m'avait menti en face pendant tout ce temps. Je ne l'ai pas confrontée immédiatement. J'ai pris des captures d'écran de tout et je me les suis envoyées par email. Quand Camille est rentrée du travail ce soir-là, j'avais toutes les preuves affichées sur mon ordinateur portable. J'ai juste tourné l'écran vers elle sans dire un mot et j'ai regardé son visage devenir blême. Elle a commencé par nier, puis par trouver des excuses, disant que ce n'était que du soutien émotionnel. J'ai affiché la photo du baiser et le selfie au lit et je lui ai demandé d'expliquer ça. Elle s'est effondrée en larmes et a admis qu'ils avaient couché ensemble ce week-end à Bordeaux, mais a juré que ce n'était qu'une fois. Je lui ai dit de faire ses valises et de partir immédiatement. Cette fois, aucune supplication ne fonctionnerait, pas de thérapie, rien. Romain m'a aidé à changer les serrures. La nuit même, Camille est retournée chez Manon et je l'ai bloquée partout. Mais c'est là que le karma a vraiment frappé. Environ 2 semaines plus tard, un ami commun m'a dit que Max avait une petite amie sérieuse à Nantes pendant tout ce temps, une relation de plus de 2 ans. Sa copine a découvert l'histoire de Bordeaux et l'a confrontée. Il a complètement sacrifié Camille, disant qu'elle l'avait poursuivi, puis l'a bloquée partout. Donc, Camille avait détruit notre relation de 4 ans pour un type qui l'a utilisé puis l'a ghosté. Elle m'avait perdu, avait perdu Max, avait perdu Chloé, qui s'était fait virer pour fraude et vivait sur le canapé de sa sœur, sans emploi. Pendant ce temps, j'ai eu une promotion au travail, j'ai commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau, Léa, qui me respectait vraiment, et je me sentais mieux que je ne m'étais senti depuis plus d'1 an. Aux dernières nouvelles, Camille a déménagé dans une autre ville parce que trop de gens savaient ce qu'elle avait fait. Parfois, je pense à ces 4 années et je me demande si quoi que ce soit était réel. Mais la plupart du temps, je suis juste reconnaissant d'avoir découvert qui elle était vraiment avant que nous nous marions. Que pensez-vous de cette histoire ? Dites-le moi dans les commentaires. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires vraies.